Bonjour, je suis Audrey Jiquel. Je suis habitante et accompagnatrice d'Habitat Participatif et je suis actuellement en voyage de 6 mois aux États-Unis et au Mexique pour aller découvrir des communautés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Earth Haven. C'est un éco-village d'une centaine de personnes en Caroline du Nord. Ils existent depuis 30 ans et leurs principes fondamentaux sont l'éducation à la permaculture, des bâtiments naturels et le consensus. Intéressant, hein? Allez, je vous emmène voir tout ça. Earth Haven est un éco-village d'une centaine de personnes sur une centaine d'hectares. Le terrain est immense. Quand les habitants sont arrivés, ça n'était qu'une forêt, il n'y avait absolument rien. Pas de bâtiment. À l'origine, il y a eu 4 personnes, 2 couples, qui sont partis visiter des Indiens lors d'une nuit. Ils ont fait tous les 4 le même rêve, celui de créer un éco-village. Et puis du coup, ils ont rassemblé des personnes autour d'eux et ils étaient environ 18 quand ils ont décidé d'acheter ce terrain. Leur valeur fondamentale, c'était vraiment l'écologie à la base, et en particulier la permaculture, puisqu'il y avait 2 personnes dans le collectif qui étaient déjà des professeurs de permaculture et qui avaient dès l'origine cette envie de transmettre et de montrer qu'il était possible de vivre avec ces principes permacoles. Et donc cet éco-village a été dès le début dessiné avec les principes de la permaculture et en se projetant dans un éco-village à 200 personnes. Donc ils étaient une petite vingtaine, mais dès le démarrage, ils ont prévu les différents quartiers qu'il y allait y avoir dans ce grand éco-village. Un élément qui a été fondamental pour eux, ça a été la spiritualité. Ils étaient tous avec des spiritualités différentes, des écoles différentes. Les premières années, ils ont fait d'énormes rituels, ils faisaient des grandes célébrations, des méditations ensemble. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont peu à peu perdu parce que comme ils avaient prévu d'être 200, il a fallu qu'ils s'ouvrent assez largement. Au début d'Earth Haven, les habitants habitaient dans des tentes, ils devaient tirer l'eau du puits, se laver dans la rivière, c'était très roots. Puis ils ont construit petit à petit des maisons pour habiter. Ils ont d'abord construit une cuisine commune et une salle de bain commune pour pouvoir être utilisée par tous. Et puis petit à petit, chacun a construit sa petite hutte, sa petite maison, un petit peu comme vous voyez derrière moi. J'ai envie de vous faire un peu visiter les différents quartiers. Alors on ne va pas les visiter tous, mais vous montrer un petit peu différentes atmosphères. Quartier des huttes qui est assez particulier, qui est le premier quartier, et il y a vraiment des maisons très originales, beaucoup d'utilisation de la terre locale, du bois. Donc au départ ici c'était une grande forêt, donc ils ont coupé énormément de bois. Finalement, il y a certaines maisons qui ne sont plus des huttes, mais des belles maisons, même assez confortables. Il y a également une cuisine partagée, mais qui ne sert plus beaucoup parce que la plupart des maisons ont leur propre cuisine. Ils n'ont pas pu emprunter à la banque qui ne souhaitait pas les suivre. Donc c'est un éco-village qui s'est vraiment construit petit à petit et très lentement. Ce qui est intéressant dans Village en terrasse, c'est que ce sont 2 grandes maisons. Et donc il y a une cuisine commune au rez-de-chaussée d'une des maisons et il y a des repas partagés qui sont organisés de temps en temps. Un autre quartier qui est intéressant, c'est Bella Villa.
Bella Villa a une maison commune avec 3 appartements, une buanderie et quelques chambres d'amis, ce qui est finalement assez rare dans les quartiers de Earthhaven. Et j'ai envie de vous parler plus précisément d'une maison, qui est la maison d'Arjuna. Arjuna est une des fondatrices de Earthhaven. Il n'en reste plus que 2 sur les 18 du démarrage. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette maison a été un laboratoire a été utilisé lors des classes de permaculture parce que dès le début, il y a eu donc des enseignements à la permaculture. C'était quelque chose qui a été fondamental, comme je vous le disais au début. Et ils ont donc construit petit à petit sur 4 ans cette maison. Et le constructeur était également très créatif et il a fait des choses très belles. Et puis une autre maison que j'ai envie également de vous présenter qui est un contre-exemple de quelqu'un qui a fait voilà, des expériences mais pas très heureuses, c'est la maison de Hobbit, voilà, qui est en terre, qui est la maison la plus originale. Alors elle n'est pas très agréable à vivre, il y a beaucoup d'humidité et de moisissure à l'intérieur et puis beaucoup de choses qui sont assez mal pensées dans cette maison. Et ça pose la question, en tout cas pour les habitants de l'éco-village, de est-ce que c'est ok pour nous de laisser faire n'importe quoi et dans quelle mesure on peut s'inspirer des erreurs qui ont été faites pour ne pas les reproduire. Donc il y a beaucoup de maisons en location, il y a également des maisons à la vente ou des appartements à la vente. Il y a voilà, des personnes qui louent et qui vont louer différents appartements qui vont pouvoir bouger et puis des personnes qui attendent de pouvoir construire leur maison, etc. Donc ça fait beaucoup de mouvements. Au cœur de Earthhaven, il y a les espaces communs. Alors les espaces communs, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout le Council Hall qui existe et c'est un très grand bâtiment qui est très beau avec une grande salle ronde en son centre et qui sert de lieu de réunion, de salle de danse et également de lieu pour faire la classe de permaculture qu'il y a assez régulièrement. Et puis en face de ce Council Hall, il y a le pavillon qui est un espace couvert et à côté il y a une cuisine professionnelle qui a été aménagée mais qui en fait ne peut pas être utilisée par les villageois, qui sert aux classes de permaculture parce que sinon on ne pourrait plus respecter les conditions sanitaires à l'accueil de classe. On sent que les espaces communs ont manqué de réflexion, ou la réflexion n'a pas été poussée jusqu'au bout pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des habitants. Il y a plusieurs moments où les habitants de Earthhaven se réunissent. Il y a par exemple le mardi matin, le marché et le café. Ce même jour, le mardi soir, il y a le potluck qui est le moment où chacun vient avec un repas partagé et c'est un moment qui est très convivial. Il y a de nombreux rituels à Earthhaven. Il y a des rituels de passage de saison. Donc même si la spiritualité n'est plus très présente à Earthhaven, on voit qu'il y a quand même un lien assez fort et assez subtil avec la nature. Il y a des endroits qui ont été travaillés pour créer du lien entre les humains et la nature. À Earthhaven, chacun gère son activité et ses revenus. Il y a des personnes qui travaillent dans les alentours, d'autres qui travaillent en visio. Et puis il y a des activités sur place et il y a des synergies qui sont des fois possibles. Par exemple, il y a des maraîchers qui vendent leurs produits aux habitants. Il y a également de l'élevage de brebis et de vaches pour le lait et la fabrication de yaourts ou de fromage. Et puis ces fermiers peuvent parfaitement demander de l'aide des habitants. Il y a également une expérimentation de sylvopasture, c'est-à-dire c'est un élevage de cochons en forêt qui permet de retourner la terre et de pouvoir utiliser ensuite la terre pour faire pousser des choses. Et évidemment, toutes ces activités utilisent les principes de la permaculture.
Il se trouve qu'en 2014, la manière de prendre les décisions à Earth-Haven a été modifiée parce que les habitants en avaient marre que des personnes puissent bloquer les décisions. Et donc j'ai envie de vous détailler maintenant leur mode de prise de décision qu'ils appellent consensus modifié. Il y a d'abord la construction d'une proposition. Il va y avoir des discussions pour venir un petit peu titiller cette proposition et pour venir l'affiner, venir la bonifier. Voilà, au minimum il y aura eu 2 réunions pour discuter et puis le facilitateur dit bon allez, maintenant nous allons prendre une décision. Et là, il va inviter les personnes qui vraiment sont contre la proposition de se manifester. Et ces personnes vont avoir 1 minute pour pouvoir dire pourquoi ils trouvent que ça vient violer les principes de la communauté et pourquoi ils y voient un risque pour la communauté. Ils auront donc 1 minute pour présenter ça et ensuite ce sera suivi d'1 minute de silence. À la suite de ça, le facilitateur demande « Y a-t-il de nouvelles objections à cette proposition qui ont été activées par ce qui a été dit précédemment ?» Et donc, à nouveau, nous allons écouter les différentes personnes pendant 1 minute et à nouveau 1 minute de silence. Et il y aura une 3e ronde pour pouvoir à nouveau s'exprimer. À la suite de ça, il y a un vote. Si plus de 85% des personnes ont voté oui, la proposition est validée. S'il y a plus que 50% des personnes qui disent non, la proposition est rejetée. Et entre 50% et 85%, il va y avoir l'organisation d'un comité où on va mélanger des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre pour réévaluer la proposition. Et une fois que cette proposition sera faite, elle sera à nouveau proposée au vote lors d'une réunion globale. L'expérience de Earth-Haven, c'est que ça facilite énormément les prises de décision et que les personnes qui étaient plutôt dans une énergie de bloquer les décisions sont maintenant beaucoup plus dans une énergie de conciliation, de coopération et de compréhension. Alors, devenir membre de Earth-Haven, c'est vraiment le parcours du combattant. Ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre minimum 1 an et en général, c'est plutôt 2 voire 3 ans. Alors, comment ça se passe? D'abord, il faut faire un processus pour devenir membre potentiel. Pour cela, on va louer un des appartements, une des maisons sur place. On va pouvoir assister aux réunions en tant qu'observateur. On va trouver un parrain, une marraine, répondre à un très long questionnaire qui fait une 60aine de questions. Et puis, on va faire la Story Night. C'est une soirée où on va parler de sa vie. On a à peu près 1 heure pour raconter sa vie. Et ensuite, il y a une demi-heure pour répondre à des questions. Tout ça ne peut pas se faire dans un temps très court. Le but, c'est de vivre sur place, de rencontrer les habitants, de vivre avec eux. Et voilà, du coup, ça prend au moins 1 an. Et puis, une fois qu'on devient membre potentiel, on va assister à des réunions, mais également à des réunions sous-groupes. On doit réaliser 16 heures de travail par mois. Il faut payer 3 400 $ qui sont rendus si on ne va pas jusqu'au bout du processus d'intégration, qui sera rendu en partie. Et une chose qui est très importante, c'est qu'on va devoir réaliser 4 formations fondamentales à Earth-Haven. La première, c'est la formation en permaculture, la formation de base de communication non violente, ensuite une formation aux prises de décision et la dernière formation, c'est une formation sécurité incendie. Et puis enfin, quand la communauté a accepté le nouveau membre, eh bien le nouveau membre doit payer 5 400 $. Donc en tout, pour venir à Earth-Haven, il faut payer 8 000 $ qui ne sont pas rendus. Le membre accède à toutes les responsabilités et toutes les possibilités qu'offre Earth-Haven et en particulier, il va pouvoir acheter une maison ou pouvoir construire une maison là où il le souhaite. Évidemment, il faut qu'il choisisse son quartier et qu'il se fasse accepter. Et puis, le nouveau membre va devoir réaliser 1500 heures de travail pendant les 10 premières années. Donc ça fait à peu près 3 heures par semaine. Il est tout à fait possible donc de faire des activités pour la communauté. Donc ça va être aussi bien du travail administratif, faire le ménage dans les espaces communs, faire la maintenance des routes par exemple. Mais ça peut être également du travail pour d'autres habitants. Et pour ça, ils utilisent une monnaie locale, le LIPS, qu'ils vont échanger. Par exemple, si je travaille pour un autre membre, alors
pour nettoyer sa maison, garder ses enfants. On va convenir d'un échange. En général, c'est plutôt 1 lips pour 1 heure, mais pas forcément. Il y a aussi la conversion de 1 lips pour $10. Donc, il est tout à fait possible de dire, bah tiens, ce travail, je le fais plutôt pour 3 lips, même si c'est que 1 heure. Ou alors, on peut mélanger des lips et des dollars. C'est tout à fait possible aussi. Le travail que je dois fournir, les à peu près 12 heures par mois, je peux les fournir à moitié en travail pour la communauté et à moitié en lips. Quand j'ai terminé mes 1500 heures de travail, je gagne des lips dès que je fais du travail pour la communauté, quel que soit le travail. Si je facilite une réunion, je gagne 2 lips par heure. Et si je participe à une réunion, là je gagne 1 demi-lips par heure seulement. Il y a un grand respect de l'intimité et de la propriété, et donc par exemple quand on se balade dans les quartiers, on ne peut pas s'avancer trop près des maisons individuelles. Et ça se ressent dans beaucoup de choses. Les voitures sont personnelles et d'ailleurs il y a des voitures un petit peu partout dans le village. Une autre particularité, c'est qu'on sent vraiment que c'est un éco-village qui évolue avec les personnes qui l'habitent. On voit que les anciens regrettent un peu l'aspect spirituel du début et le côté très roots de l'emménagement du départ. Et puis il y a ces lieux, ces grandes maisons qui ont pu vivre des moments communautaires assez fous et qui maintenant sont un peu plus laissés à l'abandon. Mais cela peut revenir et ça dépend beaucoup des personnes qui sont là. Enfin, une grande particularité de cet éco-village pour moi, c'est que Diana Leaf Christian vit ici. Diana Leaf Christian est l'autrice du livre Vivre autrement, éco-village, communauté, cohabitat, qui est un livre qui reste une véritable référence. Il a été traduit en 7 langues et elle continue à 77 ans à observer les communautés, à théoriser, à donner des éléments pour améliorer le vivre ensemble. Et ça a été pour moi une expérience extraordinaire que de rencontrer cette personne généreuse, drôle, pétillante et de pouvoir échanger avec elle sur nos modalités professionnelles. Donc ça, c'était vraiment ma petite pépite de ce lieu. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore inspiré, vous aura apporté des nouveaux éléments. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser des commentaires. À bientôt!